la magie. Est-ce que tu imagines ce que j'imagine? C'est toujours dans la nuit qu'on agit. T'aimes pas ici si t'es trop fragile. Transaction BTC, je crois que c'est bien passé. Quand c'est l'oseille, sans se déplacer. Je viens du pur refus, toi t'es dépassé. Sors du Banks, je refais mes lacets. Salut, c'est Shine. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Chaque fois que je viens en face de cette caméra, j'ai chaud au cœur. C'est énorme, c'est énorme. J'adore partager avec vous et en plus, c'est que parmi vous, il y en a qui partagent en retour avec moi, il y en a qui partagent avec les autres. Franchement, j'ai été très content de voir que il y en a qui follow, il y en a qui partagent, il y en a qui sont à l'affût, il y en a même qui me contactent, qui posent des questions, etc. Yes, on est ensemble et on va y aller ensemble, on va réussir ensemble. Tout le monde ne pourra pas venir avec nous, tout le monde ne pourra pas comprendre ce qu'il y a à comprendre et tout le monde ne pourra pas forcément avoir le déclic ou profiter des opportunités qu'on partage. Mais sachez une chose, on est ensemble. Yes. Bon, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons parler de money, de flou, de jet, du dollar et plus principalement de comment est-ce que nous en sommes arrivés là, le système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Dans la première vidéo, pour ceux qui découvrent ma deuxième vidéo, je vous invite à découvrir la première où nous parlons de l'histoire de la monnaie, donc de son origine par rapport au crédit, au fait qu'on se faisait crédit, on s'échangeait, du fait aussi qu'on avait besoin d'une certaine comptabilité, donc de noter la valeur de ce qu'on s'échangeait et de pouvoir aussi mesurer cette valeur-là, donc avoir la monnaie comme unité de compte. Ensuite, nous avons commencé à parler des personnes qui pouvaient la gérer, comment est-ce que les royaumes ont pu gérer la monnaie et ont pu tirer profit de cette gestion, et comment est-ce que les orfèvres ont pu, grâce à leur tour de magie, pouvoir s'enrichir sur le dos des personnes sans que personne ne le sache. Les orfèvres, il faut savoir que leur métier a évolué. Hein. Il a évolué par la suite et on va dire c'est un peu les ancêtres du banquier. Et la notion même de banque, le mot banque, pardon, vient de l'italien, comme les orfèvres est originaire d'Italie aussi. Ils viennent de l'italien banca. Banca qui signifiait banc en bois. Voilà, c'est ça. Banca signifiait banc en bois. Pourquoi? Parce qu'en fait, le métier avait évolué. Donc les gars, en plus de s'être construit un réseau de confiance à travers les différents pays, qui leur permettait en fait de garder la richesse des personnes qui la posaient, parce que ça évitait en fait que les gens viennent retirer leur or ou leur argent ou autre, dans la mesure où ils savaient que lorsqu'ils voyageaient et qu'ils allaient à l'étranger, il y avait d'autres banques, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des agences bancaires, donc d'autres réseaux qui permettaient de retirer son argent. Donc pour la banca, donc ceux qui étaient assis sur les bancs, c'était des personnes en fait qui émettaient du crédit. C'est-à-dire que quand vous veniez les voir, ils pouvaient vous prêter de l'argent. Et ces gens aussi faisaient de l'échange de valeur. C'est-à-dire qu'ils échangeaient des métaux précieux ou autres contre des banknotes ou d'autres éléments précieux. Ils faisaient vraiment de l'échange de valeur. Et c'est comme ça que la notion de banque a commencé par ce mot banca, donc les bancs en bois. On va essayer d'aller plus loin et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est notre système monétaire international, qui lui est reposé dans sa majorité sur le dollar. Mais d'où vient le dollar? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On est parti du crédit, ensuite à la comptabilité, on est remonté jusqu'aux orfèvres et maintenant on se retrouve ici avec des dollars et des euros dans les poches. Comment est-ce qu'on nous sommes arrivés là? Et en plus de ça, on a vu que dans l'histoire, il y a eu des failles plus d'une fois, le système s'est cassé la gueule plus d'une fois. Et on a eu des personnes à qui on a fait confiance, on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'on ne pouvait pas leur faire confiance parce qu'elles se foutaient un peu de nous. Donc le dollar, faut savoir que c'est une monnaie qui a environ 250 ans d'âge à peu près au niveau historique. Pourquoi environ 250? Parce que je n'étais pas là, je ne sais pas quand est-ce que le premier billet ou la première monnaie de dollar a été frappée. Je sais qu'historiquement, c'est entre 240 et 250 ans parce que la guerre d'indépendance des États-Unis est autour des années 1775. Et c'est autour des années 1775 que le Congrès continental aux États-Unis, que je vais appeler le Super Congrès ici dans ma vidéo, j'aime bien appeler le Super Congrès. Voilà. Donc le Super Congrès s'est réuni en 1775 et a décidé qu'on pouvait maintenant émettre au niveau national, au niveau des États-Unis, une monnaie nationale pour tout le monde. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les États-Unis,
ils ont eu une indépendance comme différents pays, comme des pays d'Afrique ou d'autres pays. Les États-Unis étaient entièrement dominés par la couronne qui est l'Angleterre. C'est l'Angleterre qui dominait les États-Unis à cette époque. Et pour une histoire d'impôt, on va dire une petite embrouille d'impôt, la couronne voulait prélever des impôts, certains n'étaient pas d'accord, je sais pas, regardez l'histoire du Tea Party, etc. Donc, ils ont voulu avoir leur indépendance aux États-Unis. Et comme par hasard, c'est à la même période qu'ils ont décidé de frapper monnaie au niveau national, au niveau continental, une décision prise par ce congrès continental. La première monnaie qu'ils ont frappée, c'était un échec dans la mesure où les gars, ils ont tellement frappé de monnaie, en fait, qu'au bout d'un moment, la monnaie n'avait plus de valeur. Leur monnaie, en fait, n'avait plus de valeur. Il fallait, en fait, beaucoup plus de quantité maintenant de leur monnaie pour acheter un bien, plutôt que d'avoir une valeur qui était, on va dire, raisonnable. Donc, leur monnaie n'avait plus de valeur. Il faut faire attention à ce genre de choses. Gérer la monnaie, c'est bien plus complexe que ça. Donc, ils ont cru qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, bon, ok, là, on est un peu dans une catastrophe, on est en pleine guerre, il faut pouvoir financer la guerre. Ils ont été bons. Les États-Unis, de toute façon, ils l'ont fait plus d'une fois dans l'histoire. Ils ont réussi à mettre en place des mécanismes, des systèmes qui leur ont permis d'avoir encore plus d'argent, donc plus de monnaie. Souvenez-vous, je vous ai dit dans la première vidéo, l'essentiel, c'est d'engranger de la monnaie. Donc, d'avoir encore plus de monnaie pour pouvoir financer leur guerre. Ils avaient mis un certain monsieur Maurice, qui était considéré comme le ministre des Finances à cette époque, de l'économie et des finances, qui lui, en fait, était tellement riche, ce monsieur Maurice, que en tant que ministre des Finances à cette époque, monsieur Maurice prêtait de l'argent à l'État. C'est-à-dire qu'il prêtait de l'argent comment? C'était pas j'ai beaucoup d'or, je vous donne de l'or. C'était que monsieur Maurice émettait carrément de la dette sur papier qu'il donnait à l'État, et cette dette en fait avait sa valeur qui était adossée sur la fortune de monsieur Maurice. Vous vous rendez compte combien de personnes peuvent faire ça aujourd'hui? On peut peut-être le faire, mais dans d'autres circonstances. Et en plus de ça, ce monsieur Maurice qui avait été chargé de gérer un peu les finances du pays, il est très bon ce monsieur Maurice parce qu'ils ont réussi à créer en même temps à cette époque la première institution financière américaine. Et cette institution, en fait, c'était la Banque d'Amérique du Nord. La Banque d'Amérique du Nord était en partie financée par la France. La France qui lui envoyait des lingots d'or. Donc, des petits lingots d'or que la France envoyait. La France et quelques autres pays européens. Je pense que ça, c'est bon à savoir. C'est quelque chose qui est intéressant à savoir. Donc, on finançait, en fait, les Américains à travers leur nouvelle institution financière. Alors ils avaient plus d'argent. C'était fini. Ils avaient fait n'importe quoi avec leur monnaie. Donc, on les finançait. Et en plus de ça, ils avaient trouvé un système pour s'auto-financer avec du papier qui était adossé sur la fortune de monsieur Maurice, qui était en quelque sorte leur pote. Il faut savoir que monsieur Maurice, il est bien reconnu dans l'histoire pour avoir participé au système économique et monétaire que nous connaissons aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que, en fait, les États-Unis ont pu terminer leur guerre d'indépendance, ont pu la financer en mettant en place cette stratégie autour des années 1782-1783 pour ensuite voir apparaître le dollar, l'US dollar tel qu'on le connaît aujourd'hui autour des années 1785, et le dollar devient officiellement la monnaie nationale des États-Unis, le dollar tel que nous le connaissons aujourd'hui après cette guerre-là, autour des années 1795. Et c'est seulement en 1900 que nous allons voir ce qu'on appelle le gold standard. Et le gold standard, c'est quoi? Le gold standard dit chaque dollar émis est adossé à une certaine valeur en matière, en métaux précieux, donc en matière précieuse. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que chaque dollar émis valait une certaine proportion d'onces d'or. C'est-à-dire les pièces qu'on émettait, même les billets, ils avaient une certaine valeur. Et en gros, la monnaie même, c'est-à-dire cette technologie d'échange qui est la monnaie même, le dollar, devait être adossée sur une certaine valeur. Et c'est comme ça, c'est le principe même de la monnaie, en fait, depuis le début. Seulement que chaque fois que dans l'histoire, chaque fois qu'on a déraillé un peu de ce principe, on a vu un peu comment ça a fini au bout de quelques années. Donc, le gold standard, en 1900, voulait ramener ça. Juste, je vais faire une petite parenthèse.
c'est que le gold standard voulait qu'on revienne en fait sur un système où l'argent et la valeur qu'on s'échange ressemblent vraiment à quelque chose et vaut vraiment quelque chose. Et seulement que on continue de remettre en fait le pouvoir monétaire dans les mains de certaines personnes. Alors que la monnaie, c'est surtout pour le peuple même, je dirais, surtout pour le peuple. Parce que c'est le peuple qui va générer en fait de la richesse, créer l'économie, etc. Donc, on parle de pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il faut savoir que il y a aussi les pouvoirs médiatiques et le pouvoir monétaire. Et le pouvoir monétaire, il tient tous les pouvoirs. C'est pour ça que si vous regardez la majorité de nos problèmes sur Terre, en fait, pas sur Terre, pardon, mais dans la société, la majorité de nos problèmes dans la société sont liés à l'argent. On croit, et beaucoup de personnes croient que leurs problèmes sont liés au pouvoir exécutif et que c'est le président qui va prendre les bonnes décisions pour eux, etc. Certes, le président doit prendre des bonnes décisions, mais il faut pas croire que c'est le président qui va vous sortir de la merde ou pas, parce que quelque part, ça fait des années et des années que l'objectif, en fait, c'est que chacun veut acquérir le plus de monnaie de son côté, que ça soit par des magouilles légales ou illégales, clean ou pas clean, juste ou pas juste, pour pouvoir ensuite assouvir on va dire, imposer sa dominance. Et là, je suis en train de vous raconter actuellement, en fait, comment est-ce que nous nous en sommes arrivés là avec les États-Unis, comment est-ce que l'hégémonie américaine, en fait, a pu se construire en utilisant, en fait, le pouvoir monétaire. Donc, je continue. En 1900, on a le gold standard qui dit que chaque dollar doit être adossé à une certaine valeur. Le gold standard, j'adore en fait ce principe que j'ai découvert il y a quelques années aux États-Unis lorsque j'étudiais à l'université de Californie à Irvine. J'ai pu comprendre que le gold standard en fait tenait en fait ce qu'on appelle quelque part une économie saine. Mais si on n'arrive pas à tenir dans le gold standard, c'est que peut-être que le gold standard n'est pas si parfait que ça. Parce que on a quand même fait venir le gold standard en 1900, mais autour des années 1914, c'est ça, j'allais vous dire avant la Première Guerre, mais c'était justement au début de la Première Guerre que on abandonne le gold standard, voilà. Donc c'est-à-dire 14 ans plus tard, après l'arrivée du gold standard, on l'abandonne à nouveau. Et c'est pas la première fois dans l'histoire qu'on abandonne un système qui est basé vraiment sur des métaux précieux et sur de la réelle valeur, sur de la valeur intrinsèque. On abandonne le gold standard, pourquoi? Parce que l'économie américaine s'était tellement endettée, donc les entreprises américaines et toutes les institutions américaines devaient tellement d'argent à l'Europe que vous savez, quand on doit de l'argent à quelqu'un, on doit lui payer une certaine date. Les prêts arrivaient à échéance et les États-Unis ne pouvaient plus payer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné le gold standard. Ils ont créé des lois, encore, en plus, qui permettaient à des banques, en fait, d'émettre de l'argent d'urgence. À des banques d'émettre de l'argent d'urgence. Et que, en fait, en cas de problème, qu'on puisse imprimer encore plus de monnaie pour pouvoir se financer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imprimé encore plus de monnaie, les Américains, grâce à leurs nouvelles lois, etc. Ils ont arrêté le gold standard. Ça y est, on n'est plus sur l'or. Et ils ont pu payer ce qu'ils avaient à payer assez rapidement et encore financer leur économie. On a continué d'évoluer. Seulement que, après les années 1914, donc après la Première Guerre mondiale, on se retrouve quoi? On retrouve autour des années 1929-1930, l'arrivée de la Grande Dépression. L'arrivée de la Grande Dépression. La Grande Dépression qui était une crise énorme, mais qui a duré tellement longtemps. Je ne sais pas si depuis la Grande Dépression, on a connu une telle crise qui a fait que tous les pays du monde ont commencé à se décorréler en fait du gold standard. Parce qu'on pouvait plus rester dans une économie saine au moment où on avait déjà tout cassé. Et qu'est-ce que les États-Unis ont fait pendant ce temps-là? Parce qu'il faut savoir que la Grande Dépression a commencé aux États-Unis. Ben ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'on s'amuse. Quand on joue avec le feu, il y a un retour de flamme. Donc les États-Unis, comme d'habitude, ils sont assez malins. Ils se sont dit bon, ok, on va se jouer en fait sur les taux de notre économie, donc les taux de notre monnaie, l'import, l'export, etc. Jouer sur l'agriculture. Bon, l'agriculture, c'est un échec d'ailleurs dans leur acte. Et on va en plus jouer sur le fait d'avoir la possibilité d'imprimer plus d'argent. Donc à partir de rien comme ça, imprimer plus d'argent. Donc en jouant sur ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont joué sur les taux d'intérêt et ils sont allés sur les marchés étrangers
à casser le dollar. C'est-à-dire qu'ils ont fait chuter le dollar. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes attaqué leur propre monnaie sur les marchés internationaux. Pourquoi? Pour que tous ceux qui ont de l'or au niveau international se disent « Oh, super, il y a du dollar là qui a chuté. Nous, on prend du dollar, on échange notre or contre du dollar. » Ce qui leur a permis en fait aux Américains de récupérer en fait une bonne partie du dollar du monde. Seulement que les années 30, on est juste avant la Seconde Guerre mondiale. Les gars, ils se sont chargés en dollars. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont tapés dessus, des Européens et des Africains qui sont montés, etc. Les États-Unis, ils sont arrivés après dans la guerre. Ils sont arrivés en force dans la guerre, mais vraiment très fort. Ils ont tapé fort dans la guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à la fin de la guerre, il y a eu Bretton Woods. Il y a eu les traités de Bretton Woods. Donc Bretton Woods, qu'est-ce que ça dit? Bretton Woods, c'est en 1944, donc à la fin de la guerre. Il y a différents pays qui se réunissent avec les États-Unis. Ils se mettent à négocier. Les gars se mettent à négocier en fait sur, on va dire, le nouveau système monétaire mondial. Je sais pas du tout ce qui s'est passé là-bas et franchement, j'ai bien envie de savoir ce qui s'est passé là-bas. J'aimerais bien y être, retourner pour voir, parce que à la fin, ils ont quand même signé un traité où tout le monde disait, euh, mais ma monnaie, je ne l'adosse plus à l'or. Ma monnaie, je l'adosse au dollar qui lui est adossé à l'or. En fait, c'est quand même en fait un moyen qu'ils avaient trouvé pour essayer de rafistoler un peu le système qui était déjà un peu trop cassé. Et les États-Unis, par leur move avant d'avoir pris une position dominante assez puissante et d'avoir intervenu sur les guerres, je pense qu'ils ont pu négocier une position plus favorable que les autres. Après, j'étais pas à Bretton Woods, je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais on s'est retrouvés tous à accepter ça, à dire ok, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, signer un papier qui dit ok, d'accord, maintenant on fait tout en dollars. Le dollar devient en fait la monnaie de référence au niveau mondial. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec des dollars dans les mains et avoir le dollar en fait comme monnaie de référence au niveau mondial. Seulement que Bretton Woods disait que le dollar, lui, était convertible en or. Et les autres monnaies, elles, pouvaient être adossées au dollar. Et en 1971, oui, c'est ça, c'est en 1971 avec le président Nixon. En 1971, le président Nixon arrive à la télé et annonce à tout le monde entier que compte tenu de la mauvaise gestion de la monnaie, les États-Unis se retrouvaient en fait dans une situation je crois que c'était dans une situation de déflation à ce moment-là. Donc Nixon arrive et nous explique que à la base les monnaies sont censées être convertibles en dollars qui lui est convertible en or. Eh ben il y a plus assez d'or. On avait imprimé beaucoup trop de dollars, donc la quantité de dollars qui était dans les réserves pour baquer la valeur du papier qu'on émettait, il y en avait plus assez. Donc en fait, une majorité, donc une bonne partie du papier qui était en circulation n'avait aucune valeur en fait, n'avait aucune valeur intrinsèque. Et ça, c'est depuis 1971. Et je peux vous dire que ça n'a pas changé. Donc les billets que vous possédez n'ont aucune valeur intrinsèque et ceux même qui les ont faits le savent. Aujourd'hui, si nous croyons tous au dollar, c'est surtout grâce à la puissance américaine. Parce que les États-Unis ont su imposer l'hégémonie américaine suite à tout ce que je vous ai raconté. C'est-à-dire à chaque moment de l'histoire, ils ont été assez malins pour s'imposer et ils ont été assez malins pour trouver des moyens de diriger le pouvoir monétaire. Ce pouvoir qui à la fois tient le pouvoir médiatique, tient le pouvoir exécutif et le pouvoir exécutif lui-même qui dans la majorité, dans beaucoup de démocraties, tient à la fois le pouvoir législatif et judiciaire. Parce que c'est bien la séparation des pouvoirs, mais il faut pas mentir aux gens. Il faut aussi leur dire que dans beaucoup de cas, le pouvoir exécutif influe beaucoup sur le pouvoir judiciaire et législatif. Et la monnaie et les médias sont deux pouvoirs. Il faut l'expliquer aux gens ça.
La monnaie et les médias sont deux pouvoirs. Et le pouvoir monétaire, c'est le pouvoir en fait qui a les tentacules qui tient un peu tout le monde. Si vous voulez, regardez bien, la majorité des problèmes de notre société sont liés avec la monnaie, donc avec de l'argent ou de la monnaie. Et essayez de comprendre les éléments un peu plus en profondeur. Vous allez voir que quand on remonte historiquement, ou bien quand on essaie de savoir quels sont les intérêts de certaines personnes, on revient souvent à un problème de monnaie, donc un problème d'accumulation de richesses. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des dollars dans les mains, des dollars qui, pour la plupart, n'ont pas vraiment la valeur intrinsèque qu'ils devaient avoir. C'est juste qu'on fait confiance en cette monnaie. Moi, j'ai envie de dire pour deux raisons. La première raison, c'est que si on abandonne le dollar, on peut créer des risques systémiques énormes. Les risques systémiques, c'est-à-dire qu'on pourrait tuer des entreprises, des pays et des gens. C'est-à-dire qu'on pourrait casser complètement des économies. C'est le premier point. Le second point, il y a quelques pays qui pourraient sortir du dollar. On pourrait mettre en place un plan pour y sortir progressivement. Mais on ne peut pas parce que justement, rappelez-vous dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'impressions de monnaie par des royaumes, des gouvernements, etc. pour financer les guerres, pour financer les armées, pour pouvoir prélever des impôts, etc. Bah là, quelque part, à votre avis, comment est-ce que toutes les bases américaines au monde elles existent? Il y a des pays qui ont bien envie de sortir de ce système, mais ils ne peuvent pas. Parce que s'ils font juste semblant de sortir, ils ont une base américaine juste à côté d'eux. S'ils essaient d'en sortir, ils ont une base américaine juste sur leur territoire. Et ces bases américaines, elles ont été financées comment? Avec de l'argent qu'ils ont imprimé. Vous voyez un peu le mécanisme du système? Comment est-ce qu'il est génial? Et ça remonte depuis très très longtemps. Et c'est la faute à personne. Et c'est juste le monde qui évolue comme ça. Et c'est pas la faute à une personne, c'est pas la faute à tout un peuple. C'est juste le monde qui évolue comme ça et il faudrait que chaque individu puisse prendre conscience de certaines choses pour ouvrir les yeux et essayer de comprendre ce qui se passe. Parce qu'il se passe beaucoup de choses aujourd'hui dans notre quotidien. Coronavirus, crise au Liban, crise de la monnaie, un peu de tout ça. Et beaucoup regardent juste en disant « Oh, c'est le monde qui est comme ça ». Ça n'a rien à voir avec le monde qui est comme ça. C'est-à-dire que le monde, il va se comporter en fonction des actions que nous allons prendre en tant qu'individus et ces actions-là, d'un point de vue collectif, vont donner un résultat. Et moi, je suis là aujourd'hui pour vous retracer déjà dans ma première vidéo historiquement au niveau de la monnaie, comment est-ce que ça a pu se passer. Et aujourd'hui, avec ce que je vous ai raconté, j'espère que vous aurez conscience un peu de ce qui se passe réellement. La monnaie aujourd'hui, beaucoup de personnes, ça impacte le problème de la monnaie, le problème de répartition de monnaie impacte la vie d'énormément de personnes et énormément de gens. Et beaucoup de personnes ne vivent même pas leur vie pour des problèmes de monnaie, mais ils n'ont même pas conscience qu'en fait, c'est des problèmes de monnaie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des problèmes, qui vont se concentrer sur d'autres choses ou qui vont complètement même se déconcentrer sans même penser en fait à la base. C'est que la monnaie est à l'origine de beaucoup de choses. Elle peut faire beaucoup de choses, elle peut créer beaucoup de problèmes, mais apporter aussi beaucoup de solutions. Seulement qu'on a vu que dans l'histoire, que chaque fois qu'on a confié en fait la gestion de la monnaie à des institutions qui sont devenues publiques ou même privées, parce qu'aujourd'hui là, aux États-Unis, la Fed qui produit de la monnaie est privée. Et renseignez-vous, ça fait plusieurs mois qu'ils sont en train d'imprimer de plus en plus de monnaie encore. Donc si vous n'êtes pas au courant, renseignez-vous. Donc le truc c'est quoi? C'est que ici je ne suis pas en train de dire qu'il y a un problème. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème non plus. Ce que je veux faire comprendre, c'est que il faut ouvrir les yeux, les amis. Il y a énormément de choses en fait qui se passent et ce n'est pas toujours ce qu'on nous montre. Parfois il faut aller plus en profondeur pour regarder. Et souvent la monnaie est à l'origine de beaucoup de nos problèmes au niveau de la société. Aujourd'hui, il y a certains économistes qui ont proposé des alternatives vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ces problèmes de monnaie qu'on a eu et qu'on a toujours. Par exemple, il y en a qui parlent de l'argent hélicoptère, c'est-à-dire redistribuer de l'argent. Des fois même, je pense que avec la crise du Covid, je me demande même est-ce que c'est pas à ça que les gouvernements ont pensé avec les redistributions de la CAF, les États-Unis qui redistribuent des enveloppes et le Japon qui imprime de la monnaie aussi pour sa population. Par contre, le Japon, c'est pas les pires niveau impression de monnaie. Voilà. Il y a différentes alternatives. Il y a des économistes qui sont très pointus, qui ont proposé des choses intéressantes. Par exemple, il y en a qui parlent du fait que la monnaie pourrait être gérée par le peuple. Et d'ailleurs, en parlant de ça, d'une monnaie gérée par le peuple, aujourd'hui, nous avons déjà une alternative qui est arrivée, qui vient en fait se greffer à notre système économique, monétaire, financier et même social.
grâce à la technologie, c'est que c'est un peu ce que propose aujourd'hui la technologie des blockchains. La technologie des blockchains, en fait, c'est une technologie qui vient, en fait, défier les différentes problématiques qu'on a pu rencontrer d'un point de vue monétaire et même économique et social. Et nous pourrons parler de la suite dans la prochaine vidéo. Et je ferai seulement la prochaine vidéo si vous faites tourner celle-là à fond, au maximum. Et la prochaine vidéo, il y a des choses à dire. Dans la prochaine vidéo, il y en a même qui vont probablement gagner de l'argent à la fin de la prochaine vidéo. On ne sait pas. Non, je suis presque sûr même. Il y en a qui vont gagner. Donc, sur ce, merci beaucoup mes amis. N'oubliez pas de liker parce que plus la communauté grandit, plus on échange la connaissance et la pensée et plus on peut avancer, on peut aller loin. Il y a aujourd'hui trop de personnes qui sont perdus, trop de jeunes qui sont aujourd'hui en train de déprimer à cause de des mesures qui sont prises vis-à-vis du Covid, des crises, etc., machin. Je pense qu'il y a d'autres choses à venir. Il y a même des éléments qu'on n'imagine même pas qui vont arriver. Et pour ça, il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut savoir ce qui se passe, de quoi on parle. Merci mes amis. Yes, love ya.